Bonjour à tous. En tant que président pour l'année 2015 de la Société médico-psychologique, je suis très heureux et fier d'ouvrir cette première journée nationale de sémiologie psychiatrique organisée par votre association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique. On connaît déjà l'implication déterminante de certains membres de votre association dans la rédaction du référentiel destiné aux étudiants en médecine pour l'apprentissage de la psychiatrie avec le double objectif, la préparation à l'ECN, mais aussi l'apprentissage de leur futur métier de médecin généraliste. Il faut bien sûr déjà vous en féliciter. À titre sans doute plus personnel, je suis aussi très honoré en tant qu'enseignant PUPH de l'école de Sainte-Anne, des professeurs Denis Kerr et Lowe, celle qui a toujours privilégié le rôle central d'une analyse sémiologique approfondie et rigoureuse du malade pour la stratégie thérapeutique. Près de 15 ans de préparation des psychiatres hospitaliers dans le cadre des conférences préparatoires au concours PH, au temps où il était encore un concours, ont été centrés sur une volonté forte de conditionner justement cette prise en charge à une analyse sémiologique précise de ces troubles. Comme plan, comme survol et comme introduction, je vous propose un clin d'œil obligatoire à l'histoire de la psychiatrie en référence à quelques exemples comme le syndrome de Cotard et les délires cloniques, un plaidoyer pour une connaissance large de notre spécialité, la prise en compte de l'influence du temps sur les pathologies psychiatriques. On pourrait dire que, comme les êtres humains, les entités naissent et peuvent mourir et disparaître. Bien sûr, le thème d'aujourd'hui, l'apport des neurosciences et un retour bref à la clinique. Depuis la publication du premier numéro des Annales médico-psychologiques en 1843 par Baillarger, notre société médico-psychologique a placé au centre de ses préoccupations, de ses débats et de sa revue la clinique psychiatrique. S'il en était nécessaire pour vous en convaincre, deux exemples précis. Le très bref ouvrage, coordonné et publié en 2013 par le docteur Marc Masson, sur 24 textes fondateurs de la psychiatrie qui sont parus dans les Annales entre 1843 et 1966. Le sommaire est éloquent et atteste de l'intérêt de cette société pour la sémiologie psychiatrique. Voilà les 2 pages de sommaire. Deuxième exemple, durant les années 55, mais 1855 et 56, c'était déjà souligné par le professeur Lanteri-Laura, la société médico-psychologique, qui réunissait la plus grande partie de ceux qui s'intéressaient à la pathologie mentale, a consacré un grand nombre de ses séances aux questions que soulevaient les hallucinations. Là aussi, vous avez un article toujours dans ce même ouvrage sur cette question. C'est évidemment un clin d'œil oblige à la physio et à la psychopathologie aussi, mais aussi un plaidoyer pour une bonne connaissance de l'histoire de la psychiatrie et des entités cliniques individualisées au fil du temps. À cet égard, de multiples exemples pourraient être donnés. Nous en choisirons très succinctement 3 exemples. Le premier, le syndrome de Cotard. Publication du délire hypocondriaque dans une forme grave de la mélancolie anxieuse, 1880. On sait le succès persistant de ce fameux délire décrit par Cotard, Segla et Régis, chapitre de psychopathologie exclusivement écrit en France, c'est ce que soulignait Henriet à son époque. Ce délire est toujours observé en clinique quotidienne. Petite divergence avec l'ami bourgeois qui dit que c'est exceptionnel, nous envoyons en moyenne sur Nantes 1 par mois recevant des électrochocs. Et puis, vous savez probablement qu'il est aussi, ce syndrome de Cotard, l'objet de publications internationales, et l'on peut citer par exemple la synthèse de Berriot et Luc dans les Acta Psychiatrica Scandinavica. C'est dire aussi finalement que la sémiologie peut être aussi un moyen de se faire connaître sur un plan international.
Alors il n'en est peut-être pas toujours tel dans notre spécialité. C'est le problème de la psychose hallucinatoire chronique, isolé par Gilbert Ballet en 1911, dans l'Encéphale, première publication. On sait aujourd'hui la difficulté à continuer à se faire vivre cette entité clinique qui a réintégré le champ des schizophrénies dans les classifications DSM, mais certains collègues ont essayé de défendre cette entité avec tout de même une belle publication. Je pense à l'équipe de Thérèse Lampérière, et notamment à Philippe Gorwood, avec un beau papier dans Schizophrénie à Bulletin. Et l'on sait que nos collègues, notamment américains, sont très friands de psychiatrie française, et Nancy Andreasen a été évidemment partie prenante pour la publication de cet article, plaidant pour une défense. Et l'on est au cœur de la sémiologie, lorsque l'on sait les particularités de la psychose hallucinatoire chronique, survenant après 40 ans, plutôt chez les femmes, et où il n'y a pas l'ensemble des symptômes de désorganisation. Plaidoyer également pour le délire sensitif de relation, caractérisé par Kretschmer dans son ouvrage passionnant « Paranoïa et sensibilité », où l'auteur, nous semble-t-il, anticipe de façon très novatrice le modèle biopsychosocial qui prévaut aujourd'hui à la compréhension des troubles psychiques, sous la forme de 3 types de facteurs impliqués dans la survenue de ce délire de relation. Ce délire, compréhensible selon la formule de Jaspers, naît de la rencontre d'un caractère, le caractère sensitif, associant des traits de personnalité paranoïaque et des traits de personnalité obsessionnelle, d'une expérience vécue où les conflits en cause sont volontiers éthico-sexuels ou professionnels, et enfin un contexte sociétal précipitant, avec comme population à l'époque type les vieilles filles, le délire autour de la masturbation, alors qu'aujourd'hui on verrait plus peut-être les paysans célibataires ou les autodidactes ambitieux. Il y avait eu une publication dans la médico-psychologique par l'équipe de Gorwood et Féline à l'époque sur un cas clinique montrant qu'évidemment on ne peut individualiser que ce que l'on connaît, et si l'on ne connaît pas la sensitivité, le délire sensitif, il est difficile d'en faire le diagnostic. Ce n'est pas de l'art pour l'art, car cette forme de paranoïa est avec un pronostic lié à des mesures thérapeutiques qui sont assez spécifiques. Alors, les rappels de ces différentes entités pourraient s'apparenter à un combat d'arrière-garde d'un ancien combattant nostalgique de la psychiatrie d'antan. Tel n'est pas notre sentiment, vous l'avez compris. Une connaissance minimale de la diversité des tableaux cliniques, non assimilable à la late schizophrénia, permet de les individualiser et d'avoir donc une mesure thérapeutique plus appropriée. Alors, à ce moment de notre introduction, 2 points qui nous paraissent également importants, c'est la difficulté à embrasser un savoir médical qui est de plus en plus vaste et complexe, y compris dans notre spécialité, et puis la question de l'évolution au fil du temps des pathologies. Le regard d'un sociologue ce soir, son éclairage, ira probablement aussi dans ce sens, et c'est l'occasion de dire l'importance, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, des neurosciences, c'est le thème d'aujourd'hui, mais l'intérêt des sciences humaines dans notre spécialité. Alors, les données scientifiques en médecine, elles croissent, vous le savez bien, de façon exponentielle. On a une spécialisation à outrance qu'alimente forcément la nécessité de satisfaire un impact facteur pour les publications. On voit des spécialistes du PTSD, des spécialistes du TOC, etc. Et l'on peut craindre, évidemment, le dépistage des pathologies plus en amont. Alors, il y a, le temps peut paraître loin, du manuel de Henriet, où 3 auteurs arrivaient à faire la synthèse de tout le savoir psychiatrique, dans un ouvrage qui finalement faisait aux environs de 1000 pages. Ceci étant, on peut aussi se référer, à contrario, à un ouvrage comme celui toujours d'actualité coordonné par Thérèse Lampérière, et vous voyez un nombre d'auteurs relativement limité, avec une description extrêmement fine de la sémiologie. Mentionnons également, pour ne pas faire
du franco-français, le livre extrêmement intéressant de Chéa sur la conduite de l'entretien psychiatrique. Alors, les pathologies psychiatriques isolées à un temps donné, pour une société donnée, c'est un paramètre évidemment extrêmement important à prendre en considération. Vous le savez bien, la schizophrénie n'est apparue qu'au milieu du XIXe siècle, avec l'individualisation de très nombreuses formes cliniques tout au fil du temps, avant le regroupement par un certain nombre d'auteurs français et allemands. Cette diversité des formes cliniques est en passe aujourd'hui de disparaître. C'est le cas de l'hébéphrénie. On peut penser probablement et des formes donc considérées comme déficitaires sont évoquées aujourd'hui l'hébéphrénie. On peut penser que très certainement les remaniements thérapeutiques induits par la thérapeutique, notamment biologique, y est pour quelque chose. Ceci étant, paraît là aussi intéressant d'avoir en tête certaines entités comme l'héboïdophrénie, qui pourraient garder une certaine actualité. Et la dernière présentation est consacrée à psychiatrie et prison, et je pense que peut-être ce thème sera évoqué. Là aussi, les annales médico-psychologiques avaient évoqué les particularités de cette forme, parfois un petit peu amalgamée avec la forme pseudo-psychopathique, et qui sont ces patients schizophrènes ayant une importante dissociation, notamment affective, et étant à l'origine d'actes meurtriers extrêmement sauvages. Alors on pourrait aussi, toujours pour marquer finalement le saut de la période dans laquelle sont décrites les entités, on pourrait penser par exemple au diagnostic de déséquilibre psychique, de psychopathie, qui était souvent fait bien sûr en présence d'éléments cliniques comme l'impulsivité, l'irritabilité, l'instabilité sociale et affective, et bien sûr l'immaturité. Il y avait en général un grand classique qui était de regarder les mains et les bras de nos patients à la recherche d'un tatouage qui était très évocateur de ce diagnostic. Alors, ça va certainement faire sourire beaucoup de jeunes ici, tant le tatouage s'est diffusé et n'a plus maintenant de sens, mais c'est vrai que lorsqu'en plus on avait la formule lapidaire « toutes des salopes sauf maman », évidemment on avait un tatouage assez éloquent du psycho-infantilisme du tatoué concerné. C'est évidemment un autre temps, d'autres mœurs. Enfin, évidemment, aujourd'hui, c'est le thème des neurosciences. 3 exemples très courts qui peuvent illustrer et qui seront certainement repris par vos orateurs. La notion de réactivité émotionnelle, développée par Chantal Henry, qui contribuera certainement à une individualisation plus précoce des troubles de l'humeur, de la bipolarité plus précisément. On peut penser aussi que l'imagerie cérébrale pourra aider à faire la part enfin mieux élucider les états mixtes, car c'est un problème diagnostique souvent extrêmement complexe à réaliser. Mentionnons également d'autres champs qui ne sont peut-être pas forcément d'actualité aujourd'hui dans votre symposium, c'est celui des phobies d'impulsion. C'est quand même un problème assez souvent rencontré chez les sujets atteints de TOC. Les phobies d'impulsion, normalement, sémiologiquement, ne s'accompagnent pas de passage à l'acte, mais l'on peut imaginer et souligner que parfois c'est des choses que l'on pouvait voir de façon exceptionnelle, et l'imagerie peut peut-être, grâce à la mise en arrêt de certaines zones qui ne sont pas activées, être un signe qui confirme bien cette absence de risque de passage à l'acte. Alors, l'utilisation dans le champ de la thérapeutique pour traiter les hallucinations résistantes du schizophrène, l'ARTMS, vous savez qu'il y a des paramètres de stimulation, et l'utilisation de la neuronavigation pour se centrer sur la zone impliquée et agir sur ce symptôme particulièrement résistant dans la pathologie. C'est dire là l'utilité, l'intérêt des neurosciences au sens large.
Enfin, forcément, un certain retour à la clinique, ça me paraît inévitable, en un temps où peut-être nos collègues généralistes répugnent beaucoup à faire un examen somatique, me semble-t-il, de leurs patients. Nous voudrions évoquer l'importance du regard clinique aiguisé du médecin psychiatre, susceptible de s'exprimer dès le début de la consultation. C'est cette première impression dont Talleyrand disait de se méfier, car elle est souvent la bonne. Un sondage avait ainsi révélé qu'un premier diagnostic était pressenti dans les 5 premières minutes et qu'il se confirmait ultérieurement dans plus de la moitié des cas. On songe bien sûr à l'attitude du patient à une sorte de psychiatrie vétérinaire, comme j'aime à l'utiliser de temps en temps d'une façon un tout petit peu provocante, c'est-à-dire avant que le malade ait prononcé le moindre mot. Son attitude dans la salle d'attente, sa démarche jusqu'à notre bureau de consultation, un ralentissement, une akinésie, et puis défense et plaidoyer d'une sémiologie de la poignée de main, la broyeuse, celle froide, ou plus exactement molle d'abord, et puis celle froide, comme cette main droite que nous tendait un de nos patients, comme le signe du poisson mort était décrit à ce moment-là, alors qu'il affirmait avec un sourire discordant, enchanté, alors que nous étions son psychiatre traitant depuis de très nombreuses années. Notre spécialité ne dispose guère de signes cliniques pathognomoniques. Raison de plus pour se livrer, comme le recommandent les cliniciens avisés, à une recherche systématique de tous les symptômes, depuis le premier temps de l'examen qui commence, encore une fois, dans la salle d'attente. Alors, je terminerai en renvoyant à la pince. On oublie assez souvent qu'il y a un manuel d'utilisation de cette échelle qui prend en compte de façon très rigoureuse l'examen du patient, vous le savez, pour coter dans les protocoles concernant la schizophrénie, l'utilisation de cette échelle d'Eke, qui avait été traduite notamment par Lépine, avec ces différents temps de l'examen, depuis le non directif et puis ensuite le directif. Et ça, je crois que c'est aussi un message, me semble-t-il, très important, c'est qu'il faut poser des questions aux patients, il faut un temps de mise en confiance et de cernage des problèmes qui sont les siens, mais il est indispensable de rechercher un certain nombre de symptômes, car tant que l'on n'a pas la réponse, on ne peut pas savoir s'il est présent ou non. On pourrait citer l'automatisme mental, l'automatisme moteur, on pourrait citer énormément d'exemples avec cette échelle qui est utilisable avec le mode d'emploi pour coter le niveau de pathologie. Pour terminer, je vous invite, permettez-moi ce petit publicité à notre société médico-psychologique. Lundi prochain, un hommage au professeur Lampérière sera réalisé. Vous vous doutez bien que cet hommage sera très centré sur la clinique. En mai, la psychiatrie de catastrophe, actualité et enjeu par notre collègue le professeur Collat du Val-de-Grâce. Et enfin, le 15 juin, j'aurai le plaisir d'animer un maniement éclairé actualisé des psychotropes en hommage au professeur Daniel Ginesté, qui a toujours plaidé pour une chimiothérapie appliquée. Merci encore de votre invitation, merci de votre écoute et bonne journée.